La grosse difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que les aides qui sont octroyées aux particuliers, pas aux acteurs industriels, mais aux particuliers, sont de même nature, de même montant, quelle que soit leur provenance. On aide une pompe à chaleur asiatique de la même manière qu'on va aider une pompe à chaleur fabriquée en France. Donc ça, c'est une grosse difficulté à laquelle on a essayé de sensibiliser le gouvernement, parce que si les Français savaient que leurs impôts servent notamment à soutenir l'industrie asiatique, c'est dommageable. Bonjour Philippe Dénessé, merci de nous recevoir chez Intuis pour ce nouvel épisode du podcast des forces françaises de l'industrie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Donc Philippe Dénessé, je suis aujourd'hui directeur général du groupe Intuis. Après avoir dirigé des entreprises dans le bâtiment essentiellement, plutôt des grands groupes cotés, un groupe international, CRH, pendant 11 ans, un autre groupe international coté à Londres, SIG, dont j'ai toujours dirigé les activités en France. Les groupes internationaux, j'ai travaillé dans ce monde-là. Donc ça, c'est ce que je réalise depuis une vingtaine d'années. Et avant ça, nul n'est parfait, j'ai un background plutôt financier. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit chez Ernst & Young. Et puis j'ai fait de la direction de contrôle de gestion dans un groupe français à l'époque, dont le nom a disparu maintenant, mais qui s'appelait Thomson Multimédia. Où je me suis frotté à l'industrie à ce moment-là, à travers le monde, puisque j'ai beaucoup circulé en Asie, aux États-Unis. Et depuis que je suis dans le monde du bâtiment, je suis très heureux dans le monde de la construction. J'ai découvert un monde qui m'allait bien parce que c'est un monde où la réalité de ce que je dis souvent, c'est-à-dire que ce sont les hommes et les femmes qui font la différence, dans ce monde-là, on le voit concrètement. Alors j'ai eu la chance, quand j'ai commencé dans ce monde-là, en bossant chez CRH, on m'a recruté avec mon pédigré financier et ça m'a conduit vers beaucoup de relationnel, puisque j'ai fait du M&A, j'ai fait de l'acquisition d'entreprises familiales, j'ai dû faire l'acquisition d'une 50aine de boîtes au total, qui m'a mis en face de réalités très différentes, de tailles de boîtes très différentes, mais toujours, ça m'a aidé à comprendre ce qui faisait le ressort d'une entreprise. Quand on essaie de découvrir ce qu'est une entreprise, ça passe par les hommes, les femmes, toute la construction. Et là, j'ai appris beaucoup et très vite. Ça veut dire que quand on fait des acquisitions d'entreprise, on peut visiter l'entreprise, on peut regarder ce qu'elle fait de beau, on peut regarder ses équipements, on peut regarder ses chiffres. Et à un moment donné, si on ne passe pas par le prisme qui sont les gens, on ne comprend rien. Le ressort d'histoires qui sont souvent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans même, ça vient beaucoup de l'ADN. Et si on passe à côté de l'ADN d'une entreprise, on loupe quelque chose et on peut faire de grosses erreurs. Pour un exemple, un jour j'ai acquis une société dans le monde du BTP, du TP très exactement. J'étais en phase finale de discussion, de négociation avec un patron d'une boîte de BTP, de distribution de matériaux dans les travaux publics. Et j'étais en concurrence avec un grand groupe. Nous, on avait un ADN anglo-saxon, on n'était pas forcément les mieux disants en termes de prix. Et il me fait venir, il me dit vous ne payez pas beaucoup, avec son accent italien, que je n'imiterai pas là, mais voilà. Et il me dit je vais quand même vous retenir, parce qu'il y a une chose que ce grand groupe n'a pas compris. Il commence à me raconter un peu l'histoire de la boîte, et même si il pouvait se dire, ce que va devenir la boîte, c'est une autre histoire, c'est plus la mienne. Il me dit, ces gens-là m'ont expliqué qu'ils allaient passer toute ma flotte de camions en leasing. Ouais, je le regarde, puis, vous m'avez dit que vous alliez les garder. Ça fait la différence. Ce qui a fait la différence, souvent, c'est pas le prix. C'est ce qu'on est capable d'y mettre, ce qu'on est capable de dire qu'on va faire de la société une fois que ces familles vendent, donc sortent de l'activité. C'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai compris que dans l'âme d'une entreprise, tout ce qui survit à ce qui a été souvent une création ou la succession familiale, c'est extrêmement important, et plus important même que de se dire votre boîte, je vais doubler le chiffre d'affaires, etc. C'est pas trop ce qui est sensible. C'est un moment important de mon histoire, parce que j'ai appris beaucoup à ce moment-là. Et au-delà de ça, quand à un moment donné, surtout pour les acquisitions de boîtes familiales, on a un ADN qui est fortement infusé, forcément les gens sont attachés à ça et restent dans l'entreprise pour aussi cette raison-là. Alors il y a des plus, des moins. Moi j'ai fait tous les cas de figure en termes actionnarial, boîte cotée.
fonds d'investissement, boîte familiale. Bon, franchement, il n'y a pas un modèle qui respire mieux qu'un autre. Simplement, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'âme de l'entreprise qui sont effectivement de nature différente. Et donc, j'ai dirigé la réalité française de 2 grands groupes cotés, des grands groupes, toujours des mondes anglo-saxons en termes actionnarial. Et en fait, je les ai quittés à la fin parce que je me rendais compte qu'on se forçait à raconter des histoires. Moi, ça m'est arrivé d'être devant 70 analystes à Londres, où j'expliquais la stratégie pour la France. Je voyais des yeux émerveillés, etc. Alors que j'étais en train de raconter une histoire qui était pas non plus reluisante, mais enfin qui était la plus réaliste possible. Et après, il y avait des moments, des petits apartés où on répondait à leurs questions. Je me rendais compte qu'ils n'avaient absolument rien compris à ce que j'avais dit, et puis qu'ils faisaient même des traductions opposées à ce que j'avais pu dire. Et je me dis, c'est avec ça qu'on fait la valeur de la boîte, c'est-à-dire qu'on crée une valeur en bourse qui va durer un temps de raison. Et finalement, la réalité d'une entreprise cotée en bourse, c'est on raconte une histoire. Alors, soit elle est vraie, tant mieux, ça se passe bien. Si on la raconte trop belle et que la réalité, de toute façon, elle est déconnectée de cette histoire, ça retombe. Et à chaque fois, on est sur des yo-yo. Et à la fin, pour moi, c'est pas ça, quoi. Le storytelling d'une entreprise uniquement sur les critères financiers, ça va pas. C'est déconnecté de cette réalité humaine. Et donc, la chance aujourd'hui d'être de diriger Intuis, c'est de retrouver un petit peu une synthèse de tout ce que j'ai fait. J'ai connu l'industrie, j'ai connu le monde de la construction, j'ai connu les boîtes familiales, et ça me plaît parce qu'à un moment donné, je retrouve quelque chose qui est l'histoire d'une entreprise qui a son passé, qui a une belle histoire, et puis de se dire voilà, comment je peux l'embarquer dans une nouvelle histoire, parce qu'à chaque fois que j'ai accepté des postes de direction, c'était toujours pour des transformations. C'est-à-dire des entreprises où il fallait gérer un existant sans trop de risques. Ça n'a pas été mon histoire. Alors tu parles de géographie actionnariale et d'histoire d'entreprises différentes. Pourquoi Intuis? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette entreprise, enfin ce groupe familial? Souvent, quand même, quand on évolue, quand on change d'entreprise, soit on cherche quelque chose, soit on est chassé, c'est souvent des histoires de rencontres. C'est la même chose quand on accepte de prendre un job, un rôle, une mission, c'est des rencontres. En l'occurrence, quand j'ai eu l'opportunité de m'intéresser à Intuis, j'ai rencontré les actionnaires, notamment la famille en fait qui détient cette entreprise, où voilà, j'ai senti une âme, une intention, un état d'esprit, et un état d'esprit qui m'allait bien parce que par rapport à ce dont je sortais, je sentais que la perspective long terme était quelque chose qui était très importante. Ils étaient très attachés à ça, à se dire que quand on est dans l'industrie, on investit dans le long terme et donc on a besoin de temps. J'ai toujours eu, d'ailleurs, j'ai souvent un cadre dans mon bureau où il est écrit sans durée, on ne construit rien. C'est l'histoire du Golden Gate, là, le pont qui est à moitié construit. Évidemment, un pont à moitié construit, ça ne sert à rien. Et finalement, cette notion de durée, elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on perd un petit peu ce sens. Et quand on n'a qu'un réflexe financier, alors financier, c'est important. Moi, je suis pour la performance, je suis pour éviter de rêver, à dire qu'une entreprise, si elle fait que les chiffres, ça va pas. Une entreprise a besoin d'être performante. Si elle n'est pas performante, elle disparaît. Voilà. Les performances, c'est pas seulement les chiffres, c'est aussi voilà, un comportement, une attitude de travail, etc. Et donc, j'ai accepté ça parce que la situation à ce moment de l'entreprise, c'était bon, une situation compliquée, mais j'ai perçu, en prenant le temps de découvrir les gens, de découvrir les produits, et d'avoir une idée un petit peu de ce que pouvait être l'histoire de cette entreprise, qu'il y avait quelque chose à y faire, et donc une contribution à apporter. Et ça n'a pas été démenti parce qu'encore une fois, voilà, c'est en regardant, en étant dans les usines, en voyant qui sont les gens qui effectivement pilotent, quelle confiance ils ont dans leurs produits, quelle fierté ils ont aussi. Ça avait, je dirais pour moi, beaucoup de sens de mettre tout ça en valeur et de se dire que voilà, mettre ces gens justement au cœur de ce qu'ils étaient en train de réaliser, c'était important. Et quand tu dis par rapport à ce que tu as vécu avant, oui. En parlant de durée, ce que tu as vécu avant, c'était quoi? Ce que j'ai vécu avant, c'est un peu à l'image de ce que je disais sur les phénomènes boursiers, c'est-à-dire que c'était d'abord une industrie, c'était de la distribution de matériaux, et je dirais la prédominance de la performance purement financière sous forme reporting, c'est-à-dire voilà,
le niveau du stock, le niveau du résultat, le niveau de la marge, etc., revu tous les mois, puis expliquer pourquoi ça avait baissé d'un quart de dizaine de pourcent, etc. Ça devenait ça, mon quotidien. Je me suis dit, mais où est le sens? Voilà, je me suis dit, il y a des gens aussi capables que moi de faire ce job-là, qui ne vont pas forcément chercher la même chose, mais qui vont être satisfaits d'être dans un grand groupe où, voilà, quand ça va bien, quand les chiffres sont bons, je dirais les projecteurs sont bien allumés, bien orientés, qu'on est capable, en plus de se valoriser en allant expliquer au London Stock Exchange que voilà, les choses vont bien, qu'on est un moteur du groupe. Bon, très bien, ça fait plaisir, hein, c'est assez chouette de le faire un certain temps. Et puis il y a une espèce de routine qui s'installe, et une routine dangereuse. Parce que autant c'est bien quand on est dans un cycle positif, autant dès que ça se retourne, et qu'à un moment donné, il faut être assez humble, on n'a pas tous les leviers pour faire en sorte de retrouver la performance. Quand c'est le seul axe de lecture, le niveau des bits, à ce moment-là, on prend un risque assez important. Et on n'a plus non plus les moyens de construire quelque chose. Quand le seul critère de lecture de ma contribution, c'était le niveau de rentabilité, à un moment donné, c'est très risqué d'abord, parce qu'une rentabilité, c'est cyclique. Et que c'est pas non plus satisfaisant de se dire que voilà, j'ai les bons chiffres, mais enfin, si à un moment donné, je fais même souffrir des gens pour y arriver, ou que je déséquilibre un peu les ressources avec lesquelles on travaille, ça ne mène nulle part. Le sens et la projection long terme n'existent plus. Donc te voilà chez Intuis, tu as rencontré les actionnaires, vous êtes entendus, tout va bien. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu le monde dans lequel cette entreprise évolue et quels sont ses enjeux? Le monde dans lequel évolue Intuis, c'est le monde du confort thermique, des équipements de confort thermique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le chauffage, voilà, et puis de plus en plus le rafraîchissement aussi au sein d'un bâtiment, le traitement de l'air, tout ce qui va faire que la vie à l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit résidentiel, non résidentiel, est agréable et permet de vivre dans des conditions normales, comme si on était un peu à l'extérieur. Donc ça, c'est un peu l'image un peu de ce qu'est le confort thermique, avec des enjeux extrêmement forts aujourd'hui, puisque l'histoire, si je devais la raconter il y a 30-40 ans, je parlerais des énergies qui permettent de se chauffer, éventuellement de se rafraîchir, mais on en parlait peu il y a 40 ans. Et on parle d'énergie fossile, on parle de gaz, de fuel, de charbon. Et aujourd'hui, évidemment, avec les contraintes environnementales qui sont les nôtres, on parle davantage d'électrification, de décarbonation. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que le sens, en fait, de cette entreprise, c'est d'être un acteur puissant de cette contribution à changer un peu le paradigme de ce qu'est le confort thermique dans tous les bâtiments, et faire en sorte que voilà, on soit un contributeur de la transition énergétique. Hein, voilà, ce sont des mots qu'on utilise beaucoup. Maintenant, nous, on est capable de mettre une réalité. C'est pas juste un rêve ou un concept. On est capable de mettre une réalité derrière quelque chose qui, à un moment donné, quelle que soit la philosophie de vie qu'on peut avoir, doit fonctionner. Un bâtiment, on peut rêver de consommer moins d'énergie, de vivre avec des couvertures et puis un petit peu de manière écologique. Mais n'empêche qu'il faut quand même un niveau de confort. Et là, le niveau de confort, c'est quand même quelque chose qui est demandé et plébiscité même par tous les utilisateurs de ces bâtiments, qu'on soit en appartement, qu'on soit en maison, qu'on soit dans un bureau. On a besoin de ce confort, cette performance de confort. Et donc, c'est je dirais, cette nécessité qui fait aussi la vie de l'entreprise Intuis et qui fait partie de ces enjeux. Donc l'idée, c'est d'être un contributeur à la décarbonation, à l'électrification, puisque ce sont les deux énergies qui sont les moins impactantes, en tout cas en France, les moins impactantes sur notre environnement, tout en gardant un niveau de confort qui s'améliore. Hein, donc pour ça, derrière, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de réalités technologiques pour s'assurer que, eh bien, en termes de consommation, en termes de coût d'énergie, on ait des produits qui soient performants, qui permettent d'avoir des dépenses pas trop élevées pour les ménages, pour les gens qui occupent ces bâtiments. Donc là, tu es passé d'un monde où on disait « je veux du confort à un prix raisonnable » à un monde où on dit « je veux du confort à un prix raisonnable » sans dégrader l'environnement et donc avec une empreinte carbone minimum. Avec une empreinte minimum et donc des enjeux effectivement qui nécessitent en permanence de réfléchir parce que, encore une fois,
Alors, non seulement on a de la concurrence qui réfléchit de la même manière, mais on a aussi des perspectives de besoins en énergie qui vont croissants, quoi qu'on dise, hein, les besoins en énergie seront croissants. La décroissance, c'est peut-être pour d'autres domaines, mais dans le monde du bâtiment qui représente 36-37% de l'impact énergétique aujourd'hui, c'est quand même un enjeu extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors justement, si on se place à l'échelle de la transition énergétique et du réchauffement climatique en général, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le bâtiment, c'est là que ça se passe et c'est là où on peut avoir de l'impact sur la préservation du climat et sur la nature en général? Excellente question. C'est vrai que l'empreinte carbone du bâtiment aujourd'hui, c'est encore une fois à peu près 37%. Après, il y a le transport, etc. Mais l'empreinte carbone, évidemment, autour du bâtiment, c'est extrêmement important. Donc, pour un utilisateur, être vertueux parce qu'on a envie de protéger son environnement, la planète, l'atmosphère, etc. Se dire qu'on veut habiter des lieux qui respectent cet ADN, voilà, c'est forcément, je dirais, les premières actions qu'on peut mener. Bannir sa chaudière au fioul, sa chaudière au gaz, être bien isolé, conserver un niveau de température à l'intérieur qui soit acceptable. C'est du comportemental qui induit ou qui exige qu'effectivement on puisse avoir les bons équipements pour répondre à cette participation à la transition énergétique. Hein. On est bien dans ce domaine-là. Alors c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu très à la mode en termes de communication, mais c'est une réalité aussi qu'il faut considérer parce qu'on sait très bien que si on restait sur des équipements de confort thermique des 30-40 dernières années, à l'énergie fossile, l'impact sur l'environnement serait désastreux. Là, pour le coup, compte tenu des efforts qui sont faits ailleurs, sur le bâtiment en particulier, si on restait sur la même utilisation de ces énergies, on passerait de 37 à 40, 50, 60%. Donc il est nécessaire, effectivement, que cet impact soit bien maîtrisé dans ce qui fait le confort d'un bâtiment. Alors justement, on a parlé de confort, on pourrait aussi parler de coût. Comment on fait face à des gens, j'allais dire une population, des entreprises et des individus qui se comportent en se disant « oui, moi je veux, je suis tout à fait d'accord pour réduire mon empreinte carbone, celle de mon appartement ou de mes locaux », ouais. mais qui continuent à se comporter en cherchant l'économie et le confort. Est-ce qu'on a des outils pour les accompagner là-dessus? Tout à fait. Alors, il y a aujourd'hui, on a quand même la chance d'être dans un écosystème, un environnement où les politiques se sont emparés du sujet et sont assez incitatifs pour que les ménages puissent effectivement changer ou faire évoluer leur système de chauffage, de rafraîchissement d'air, de climatisation, et passent progressivement de cette énergie fossile aux énergies dites thermodynamiques. Et tout ce qui fait aussi cette performance énergétique du bâtiment, l'isolation, etc. Alors, d'abord, il y a des aides. Enfin, aujourd'hui, on fonctionne quand même encore beaucoup avec quel est le coût de cette évolution. Hein, on ne peut pas se départir de cette question fondamentale. Très bien, je veux bien être un acteur, je veux bien participer à cette transition énergétique et à la nécessité de préserver la planète, à condition évidemment que mon portefeuille ne s'en trouve pas totalement délesté et que je puisse me permettre d'avoir ce genre d'équipement. Donc on a des aides gouvernementales qui permettent aux particuliers de s'équiper d'outils à la hauteur des ambitions. Donc ça c'est un des gros enjeux. Un des gros enjeux sur lesquels, pour nous, industriels français, il est important aussi d'être complètement en lien avec toutes les réflexions qui peuvent être conduites sur ce sujet. Et puis, effectivement, faire en sorte que, technologiquement, ce qu'on va proposer soit compréhensible et accessible par le particulier. On a des produits de plus en plus sophistiqués. On a un ADN très orienté innovation. On a chez nous 5 centres de recherche qui travaillent en permanence sur des évolutions de produits pour justement à la fois décroître l'impact carbone et puis faire en sorte que les choses soient de plus en plus automatisées. Donc c'est un vrai enjeu. Tout ça a un coût. Et je dirais le vrai enjeu, en même temps que le vrai risque, c'est de se dire que tout ce qu'on investit
Et nous, en tant qu'industriels et ETI dans ce domaine, ETI, c'est quoi? une entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire c'est entre la PME et la grande entreprise, pour que cet investissement-là, qui représente une valeur qui se traduit dans la technologie d'un équipement, ne soit pas bradé. Parce que la tendance, évidemment, soit à travers les intermédiaires qui, on va dire, utilisent l'opportunité de ces aides, essaient de réduire au maximum le prix d'un produit qu'on vend chez particulier, qui puissent jouer sur les effets concurrence, les effets, etc., pour que ces technologies deviennent finalement une espèce de standard, alors qu'on est encore dans une phase où justement ces produits-là sont en évolution permanente, et il y a énormément de technologies dans ces produits. On parle de pompes à chaleur, on parle de chauffe-eau thermodynamique, qui sont des produits technologiquement très, très évolués, mais on parle aussi même des radiateurs électriques, qui équipent encore à peu près 11 millions des 30 millions de logements en France, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, on ne parle plus de grille-pain comme c'était l'habitude, c'est un produit technologiquement extrêmement élaboré, lié à la connectivité, lié à toute l'intelligence qu'il y a derrière, et qui fait que c'est un produit auto-apprenant, qui est capable tout seul de gérer l'optimisation d'un impact confort thermique au sein d'un bâtiment. Alors justement, tu parles d'optimisation. Si tu quantifiais les progrès réalisés par ces appareils-là, ce serait de quel ordre? Une comparaison assez simple, aujourd'hui, le coût de chauffage d'un logement de taille moyenne, si on compare l'utilisation du gaz à celui de l'électricité, par exemple, c'est un rapport il y a 20-30% d'écart dans les coûts de consommation entre ces deux sources d'énergie. Donc déjà, il y a ça pour un investissement au départ qui peut être assez conséquent quand on parle d'une pompe à chaleur, mais qui est aidé. Et en tout cas, dans le long terme, ça présente des réalités d'économie d'énergie de 30, 40, 50% en fonction de l'évolution des prix du gaz. Au-delà de la comparaison de cette énergie fossile, du coût de l'énergie fossile avec l'électricité, on peut dire effectivement que la performance, on peut aussi mesurer la performance des technologies en thermodynamique, c'est-à-dire la pompe à chaleur. Aujourd'hui, quand on consomme 1 kW d'électricité, on restitue 4 kW de chauffage, en l'occurrence, de chauffage. Donc voilà le rapport dans lequel on se situe. Et puis, donc au-delà de la comparaison entre l'énergie fossile et l'utilisation de l'électricité, et puis sur la partie des radiateurs, entre les anciennes générations de produits et les produits qui sont effectivement à inertie, donc qui ont une meilleure maîtrise via les outils de connectivité notamment, on peut dire que l'amélioration est de l'ordre de 30 à 40% entre ce qui était un grille-pain et ce qui est aujourd'hui la chaleur à inertie. Et dernière dimension aussi, la production d'eau chaude sanitaire, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important dans le logement, chez le particulier. Là, de passer du chauffe-eau électrique à l'eau chaude sanitaire produite par la thermodynamique, on peut parler d'une amélioration de la performance qui est de l'ordre de 80% par rapport à la consommation d'énergie classique avant la thermodynamie. Donc là, tu parles de pompe à chaleur, tu parles de chauffage, tu parles de chauffe-eau de nouvelle génération. Est-ce qu'il y a sur le marché des écarts significatifs entre des produits? Enfin, en gros, est-ce qu'on a juste à regarder le prix et quelques éléments ou il y a vraiment des choses dont il faut se méfier quand on est consommateur? C'est quoi ta vision d'industriel par rapport à tes concurrents? Est-ce qu'ils sont tous respectables ou est-ce qu'il y en a qui font franchement, qui jouent la concurrence déloyale? Si on circonscrit la question à la pompe à chaleur, il y a donc différentes technologies qui existent. La pompe à chaleur que nous produisons, c'est de la pompe à chaleur air-eau, c'est-à-dire qu'on extrait les calories de l'air, on la compresse et par l'utilisation d'un gaz réchauffant, on monte la température de l'eau pour nos produits, de la haute température jusqu'à 70 degrés, ce qui fait qu'on est capable de restituer le même effet qu'une chaudière au gaz qui injecte de l'eau chaude dans les radiateurs. Donc c'est exactement le même effet. Et la nature des gaz utilisés, nous on maîtrise le propane
qui est, alors le propane qui s'appelle R290, qu'on utilise depuis plus de 10 ans, là où nos concurrents utilisent d'autres gaz, alors soit à haute température aussi, soit à basse température, mais qui ont des pouvoirs de réchauffement climatique notamment beaucoup plus importants. Alors le gaz reste dans un circuit, il ne s'échappe pas dans l'air pendant son utilisation, mais néanmoins, au fil du temps, il peut avoir un impact quand voilà, on doit le changer, etc. Ça reste un produit qui a un degré de nocivité, s'il utilise des gaz à pouvoir de réchauffement élevé, qui est plus important que les nôtres, qui de toute façon n'ont pas d'effet sur le climat. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Nos concurrents, progressivement, viennent sur cette technologie, mais en attendant, voilà, les produits qui sont proposés aux clients sont des produits d'ancienne génération, et on n'explique pas forcément aux clients qui vont l'installer quel est l'impact négatif qu'il peut y avoir sur l'environnement. Est-ce que tu penses, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu penses que les consommateurs finaux, ils sont conscients que derrière tous ces produits, il y a de la haute technologie? Ou alors est-ce que les gens se disent, bon, un chauffe-eau, c'est pas un smartphone, c'est pas une voiture électrique? Ah mais totalement, et d'ailleurs, les questions que pose l'utilisateur aujourd'hui quand on parle de pompe à chaleur, c'est surtout, il y a deux questions. L'esthétique, puisque c'est un produit qui s'installe pour partie, il y a une pompe à chaleur, c'est une unité extérieure qu'on place dans le jardin à côté de la maison, et une unité intérieure hydraulique qui va faire le pilotage de tout le circuit d'eau chaude. Donc c'est l'esthétique extérieure, donc c'est pas moche, et le bruit que ça fait. Donc quelquefois ça donne des situations cocasses, puisque les voisins qui se plaignent du bruit de l'unité extérieure alors que le produit n'est pas encore installé, c'est simplement psychologiquement, ça montre qu'on a une espèce de peur, d'appréhension naturelle sur la pompe à chaleur. Effectivement, cette dimension-là prime sur des choses moins perceptibles comme l'impact sur l'environnement, et le niveau de formation de pédagogie pour expliquer la différence entre deux produits, il est encore faible. Parce que la réalité, et là on vient au deuxième point, la réalité c'est on compare des prix, quoi. T'es plus cher, t'es moins cher, je prends le moins cher. Et là où il y a une distorsion de concurrence quelque part, c'est que de manière générale, les noms les plus connus dans le monde de la pompe à chaleur sont des gens sérieux, c'est des entreprises tout à fait recommandables et honnêtes, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne peux pas citer de gens qui soient absolument, voilà, absolument malhonnêtes dans le métier. Par contre, ce qui pose un vrai problème de distorsion de concurrence, c'est que ce marché-là aujourd'hui, si on parle de la France, il est occupé à 70-80% par des acteurs industriels asiatiques, qui donc soit, pour certains, produisent en Europe, soit produisent directement en Chine, au Japon, etc. Donc il y a déjà l'impact carbone de véhiculer les produits et les installer. Et la difficulté, j'ai parlé d'aide tout à l'heure, la grosse difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que les aides qui sont octroyées aux particuliers, pas aux acteurs industriels, mais aux particuliers, sont de même nature, de même montant, quelle que soit leur provenance. On aide une pompe à chaleur asiatique de la même manière qu'on va aider une pompe à chaleur fabriquée en France. Donc ça, c'est une grosse difficulté à laquelle on a essayé de sensibiliser le gouvernement, parce que si les Français savaient que leurs impôts servent notamment à soutenir l'industrie asiatique, c'est dommageable. Je pense qu'il y aurait, pour le coup, la sensibilité elle devient beaucoup plus importante. Mais les intermédiaires que sont les installateurs, les revendeurs, etc., c'est des notions sur lesquelles il y a peu de sensibilité. Et c'est là où le combat qu'on peut mener pour valoriser le savoir-faire en France, valoriser les avantages technologiques qu'on peut avoir, valoriser le savoir-faire des gens qui travaillent dans nos usines, il est clé. Parce qu'à un moment donné, le process de décision du client final, le particulier, c'est le prix. À partir du moment où, bien sûr, le produit fonctionne bien, etc., ne fait pas trop de bruit, bon voilà, à part égale, il va se dire, bon, moi je prends le moins cher. Et on va dire que c'est légitime s'il ne prend pas en considération d'autres critères. C'est là où, effectivement, la distorsion de concurrence vient du fait qu'il n'y a pas non plus de véritable raison d'aider davantage un produit qui vient d'Asie, enfin pas davantage, mais de la même manière, un produit qui vient d'Asie et un produit fabriqué en France. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la crise industrielle qui existe aussi dans les pays asiatiques, ces produits-là, ces acteurs industriels en Asie sont aidés par les gouvernements locaux pour faire face à la surcapacité qu'ils ont.
Donc il y a, j'allais dire, double peine pour eux et double avantage pour eux. Ils sont aidés à l'origine, ils sont aidés en arrivant. Qu'ils soient aidés à l'origine, bon, on peut se poser la question, effectivement, des grandes politiques européennes, et on va dire, ça c'est un jugement personnel, peut-être d'un certain niveau de naïveté que l'Europe peut avoir par rapport à ces acteurs-là, et nous qui, gentiment, octroyons les mêmes niveaux d'aide à un produit asiatique et à un produit français, ce qui est là, pour le coup, dommageable. Et je pense que s'il y avait une plus grande sensibilité de cette question-là auprès des particuliers, peut-être que les réactions seraient effectivement dommageables. Donc deux niveaux, technologie et prix. Alors là, toi, tu parles de l'objet pompe à chaleur. Mais si on change de paradigme, et si on se place du point de vue, non pas de l'objet lui-même, mais de son effet, c'est-à-dire une baisse théorique de consommation d'énergie. Donc est-ce qu'il y a des différences de performance importantes d'une pompe à chaleur à l'autre? Et ensuite, si c'est le cas, est-ce qu'elles sont aidées de la même façon? Est-ce qu'elles reçoivent autant de subventions quand elles le font bien que quand elles le font pas bien? Oui, alors, oui, sur le papier, oui, puisque finalement les aides dépendent surtout du niveau de revenu des particuliers, c'est ça le driver, sauf à être dans des extrêmes. Bon, après, évidemment, la difficulté, c'est que la réputation du produit se fait aussi au fur et à mesure, mais au départ, effectivement, entre une pompe à chaleur moins performante qu'une autre et le niveau d'aide est tout à fait le même, puisque les critères ne sont pas liés véritablement à la performance. Alors après, il y a tout le travail de certification qui fait qu'en général, on met sur le marché aujourd'hui, en tout cas, des produits qui sont censés répondre aux critères d'installation, des critères de performance énergétique, voilà. Mais en tout cas, l'octroi des aides n'est effectivement pas déterminé par la plus ou moins bon niveau de performance d'une technologie. Donc d'accord, il faut un minimum, sinon on n'a pas la certification. On n'a pas accès au marché. Une fois la certification obtenue, on peut avoir des écarts de performance importants sans qu'il y ait des modulations, finalement, d'aide en fonction de est-ce que ça fait le job un peu en matière de décarbonation ou beaucoup. Ce qui est vrai que le côté dommageable en plus, c'est qu'effectivement, dans l'octroi des aides, il n'y a aucune considération d'une distorsion aussi de performance technologique. Le produit va être aidé de la même manière, qu'il soit performant avec un coefficient de performance de 2 ou 3 ou un coefficient de performance de 5 ou 6. Et quand je dis ça, ça veut dire le différentiel entre une consommation d'électricité et une restitution de chauffage. Voilà. Donc ce niveau de différence de performance technologique n'est pas pris en compte dans l'octroi des aides. Alors justement, toutes ces déclarations, rénovation globale ou alors subvention directe pour acheter un objet, c'est très différent et ça génère des complexités en matière de déclaration qui sont très différentes. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ces éléments de complexité? Est-ce que les particuliers et même les professionnels s'en sortent avec tous ces papiers à remplir? Il faudrait quasiment que, je parle de l'installateur, mais que le client particulier soit capable de mesurer, de dire exactement, de faire un audit assez précis des consommations d'énergie qu'il a en gaz, par exemple, et de dire qu'en installant une pompe à chaleur, en isolant, etc., la facture énergétique va être diminuée de temps. Donc il faut, là quand je l'explique comme ça, à la limite ça paraît simple, mais enfin on rentre dans des détails liés à la configuration d'un appartement, d'une maison, qui n'est pas du tout à la portée technique de celui qui veut faire les travaux. Et encore une fois, comme on demande beaucoup à l'installateur d'être partie prenante dedans, lui c'est pareil, enfin, c'est pas son sujet. D'abord il n'aime pas ça, il n'aime pas le papier. Lui, son savoir-faire, c'est un chauffagiste, c'est un plombier, et donc c'est des gens qui aiment leur métier et qui aiment faire ça, mais quand il y a une dimension trop technique, ils préfèrent abandonner. Et je dirais, je ne sais pas mesurer en termes de points, enfin, c'est beaucoup de papier, beaucoup de formulaires à remplir, et un processus d'accès par un pré-audit, puis la réalisation, puis un post-audit, etc., dans une période en plus où évidemment tous les gens qui sur le papier étaient censés faire toutes ces audits, etc., n'existaient pas, les fonctions n'étaient pas créées, etc. Depuis ça s'est un peu amélioré, mais on avait, je crois, à une époque, au tout début, il y avait 30 personnes pour faire tous les audits de France et de Navarre, donc c'était absolument irréalisable, et c'est pour ça que tout a été paralysé, tout a été à l'arrêt pendant un certain temps. Donc en gros, si je te suis, on se dit
à l'échelle nationale et au niveau des pouvoirs publics, il faut avancer dans ce marché parce qu'il faut faire la transition énergétique. Donc, comme ça a un coût et que c'est d'utilité publique, on va le subventionner. Mais pour s'assurer que la subvention va au bon endroit, parce que ça peut être détourné, on va créer du contrôle. Et ce contrôle, il va générer de la complexité. Et donc, il va faire que ça devient difficile pour un particulier de faire lui-même ses déclarations. Donc le particulier, il va faire appel à un intermédiaire qui va gérer l'aspect administratif, les déclarations, donc, et faire les papiers, à la place du particulier, tout en prenant naturellement sa commission, parce qu'il faut bien qu'il soit rémunéré par ce travail. Donc bref, pour distribuer 80, on va créer 20 de dépenses de contrôle, donc avec des fonctionnaires, et 20 qui sont captés par des cabinets de conseil, voire plus. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça devient un écosystème où le principal intermédiaire, qui, au lieu d'être la technologie qui permet de contribuer à une planète plus vertueuse et puis un niveau de confort satisfaisant, devient une mécanique financière où effectivement c'est l'intermédiaire qui est la clé de voûte, qui fait un peu la pluie le beau temps, qui va faire la différence, non pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue prix, entre ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut renier, sans aucune considération. Là, pour le coup, le côté déontologique, le côté réellement performance environnementale, ça n'est pas du tout partie de leur ADN. C'est pas ça du tout c'est pas du tout ce qui les motive dans ce qu'ils font. Alors là, on parle de prix du gaz d'énergie fossile. Il y a peut-être aussi eu un problème pour éduquer la population et les utilisateurs. Et pour ça, normalement, le prix, il a une vertu, c'est que quand il y a quelque chose qui devient très cher, c'est la meilleure façon, en fait, de faire basculer les usages vers autre chose. Or là, on sort d'un épisode avec la guerre en Ukraine qui a fait exploser le prix du gaz. Sauf que comme on avait arrimé le prix de l'électricité au prix du gaz, le prix de l'électricité a explosé aussi. Donc c'est quand même un peu dommage parce que ça aurait été, en tout cas pour tout gestion familiale un petit peu saine, quand vous voyez que le prix du gaz explose alors que le prix de l'électricité qui sort de nos centrales nucléaires, il a toujours le même coût de production, donc il doit rester stable, et vous quittez le gaz et vous allez vers l'électrique. Donc pourquoi on n'est pas passé du coup au tout électrique et notamment à la pompe à chaleur qui est une des solutions pour consommer encore moins d'électricité? La réalité déjà, c'est que alors, il y a un peu plus de complexité dans la réponse, mais une fois qu'on a passé ce pic de tension sur le prix du gaz, aujourd'hui on est sur un prix moyen au niveau européen du gaz qui reste très performant par rapport au prix de l'électricité. Ce que détestait l'Europe, c'est de voir que finalement le prix de l'électricité en France était trop bas et donc trop compétitif par rapport à ce qui se faisait dans d'autres pays. L'énergie électrique en France, essentiellement d'origine nucléaire, était aussi très largement subventionnée et ce n'était pas le cas dans d'autres pays européens. Donc ce différentiel de prix, aujourd'hui, pour donner un exemple, il est entre le gaz et l'électricité, ou plutôt entre l'électricité et le gaz, il est de 1 à 2,5. En Allemagne, il est de 1 à 4. Ce qui fait que la tentation, c'est de se dire, finalement, le gaz étant quand même plus abordable aujourd'hui, pourquoi pas continuer, effectivement, de consommer du gaz plutôt que surtout le gaz a quand même une histoire, le gaz n'a pas de question technologique puisque ça fonctionne. C'est du sûr, ça répond à la demande. Dès qu'on allume son chauffage au gaz, ça fonctionne. La pompe à chaleur n'a pas 100 ans ou 50 ans d'histoire derrière elle. Et technologiquement, il y a encore des choses à stabiliser. Donc, sur cette question du prix, il faudrait que le différentiel soit moins important entre le gaz et l'électricité, de sorte que l'économie réalisée, qui est la vraie économie, c'est vraiment l'économie en consommation de kilowatts qui est important, et pas en prix, soit suffisante pour que l'avantage soit bien compris du particulier.
qu'ils comprennent qu'effectivement, s'il met une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière au gaz, ça va lui coûter moins cher. Donc ce que tu dis, c'est que l'épisode un petit peu artificiel d'augmentation de l'électricité parce que c'est arrimé au prix du gaz, ben en fait, ça n'explique pas tout. Il y a vraiment un différentiel de compétitivité, en tout cas de prix structurel entre le gaz et l'électricité. Oui, aujourd'hui, oui, encore. Il y a un différentiel de compétitivité, de souplesse d'utilisation, et puis aussi, on a beaucoup de pédagogie encore à faire. Il y a encore des gens qui pensent que la pompe à chaleur, c'est bien, mais à condition qu'il fasse une température acceptable à l'extérieur. Or, une pompe à chaleur, aujourd'hui, ça fonctionne à moins 20. Donc, il y a aussi tout un travail aussi de, comment dirais-je, d'appréhension à changer la technologie. Je pense que ça aussi fait partie des hésitations. Les gens sont écolos dans l'âme, il n'y a pas de problème, ils veulent, mais à condition qu'évidemment, encore une fois, c'est pour ça que je reviens à ce niveau de confort, il faut que le confort d'utilisation et le confort du ressenti en termes thermiques soit le bon. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, je pense, cette phase au-delà de laquelle il faut passer. C'est pour ça que l'innovation est très importante, c'est de rendre ces produits-là aussi familiers, acceptables, faciles d'utilisation. Ça fait aussi partie du confort que recherchent les particuliers. Alors tu parlais des hommes et des femmes, justement. Nous, il y a quelque chose qu'on regarde beaucoup, c'est l'évolution du sens au travail. Des gens qui ont besoin que leur travail fasse sens. Ça, c'est une vraie révolution. Est-ce que tu remarques un éventuel effet sur ton secteur qui est quand même, on va dire, écologiquement présenté comme de façon positive, qui est censé avoir de l'impact? Est-ce que tu sens que ça a un effet sur les gens qui veulent travailler chez toi? Est-ce que ça génère une fierté ou quelque chose comme ça? La question du sens est extrêmement importante. Alors, pour moi déjà dans l'état d'esprit, mais pour les gens aujourd'hui d'abord. Parce que quand on a besoin de recruter des talents, on les recrute aussi par rapport à des réponses aux questions qu'ils se posent, notamment sur ce sujet de la transition énergétique, c'est évident. Donc il faut qu'on soit capable d'expliquer, alors non seulement qu'on est quand même dans un sujet vertueux par rapport à la protection de la planète, la transition énergétique, le fait d'être vert, etc., mais que ce ne soit pas du greenwashing, c'est-à-dire que ce soit de la réalité démontrée technologiquement. Donc ça, on n'a pas de problème puisque c'est la réalité de ce qu'on vit. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je dirais, le travail que réalise ce qui se fait en usine. Enfin, nous, l'essentiel de nos effectifs, il est quand même en usine. Des gens qui, au quotidien, fabriquent ces produits-là. Et moi, quelque chose auquel j'étais très sensible en arrivant, c'était de dire que ces gens-là, ils faisaient des choses assez mécaniques, etc. Mais bon, on les mettait un petit peu... C'est des choses qu'on ne montrait pas forcément. Et je trouve que, alors, pour tout un tas de raisons, d'abord parce que l'industrie revient aussi beaucoup au goût du jour, que le métier dans lequel on est un métier, effectivement, qui a une belle image. Il était important aussi de montrer ce que font les gens dans les usines. Et là, on a commencé, moi j'ai été assez sensible à l'idée de filmer, de montrer ce que font les gens. Par l'image, ça c'est ce qui cause encore le mieux. Et dès qu'on a demandé aux gens, qu'on les a interviewés sur ce qu'ils faisaient, sur les lignes de production, il y a une espèce de sensibilité. Et quand on les a filmés, on les a montrés, je me rappelle il y a un des métiers dans la thermodynamique qui est important d'un point de vue industriel, c'est le brasage. Donc c'est toute l'architecture de la tuyauterie à l'intérieur donc de la partie thermodynamique. Et donc il y a un savoir-faire on va dire, le brasage, c'est-à-dire la soudure de ces tuyaux. Et comme c'est un travail de précision, c'est souvent des femmes qui le font. Et on a commencé à montrer ça, à faire des images. Et je dirais que la fierté, elle a beaucoup commencé comme ça, où les gens ont compris qu'ils étaient, leur métier, c'était, au-delà de la technique de ce qu'ils faisaient, c'était d'être, je dirais, un acteur de la transition énergétique. Ça devient ça, quoi. C'est un petit peu comme celui qui fabrique une toute petite partie des réacteurs d'une fusée, qui répond, je contribue à placer l'homme sur la Lune. Enfin, c'est ça le sens aussi, et la fierté. La fierté, c'est extrêmement important de se dire, dans un monde où l'industrie, le travail industriel n'est quand même pas ce qu'il y a de plus valorisé aujourd'hui. On a dit, on a beaucoup dit pendant 40 ans, si tu ne travailles pas, tu iras à l'usine. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse dire, travaille, tu iras à l'usine. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quand même des métiers qui ont une valeur d'avenir essentielle. Si on est capable de faire comprendre ça aux gens, de faire comprendre
que tout ce qui se passe dans une usine, c'est pas l'époque Zola, c'est des choses où il y a un environnement de travail propre, où on fait des choses, on construit des choses visibles, on contribue à réaliser des choses. J'étais très frappé quand on a, lors du salon du Made in France, utilisé effectivement un outil virtuel pour montrer aux gens, aux particuliers, parce que c'est un salon qui attire les particuliers, ce qu'est une usine, d'entendre les commentaires des gens qui voyaient, qui le montraient à leurs enfants pour dire mais c'est incroyable, c'est propre, c'est blanc par terre, c'est nickel. Enfin, ils découvraient un monde qui était complètement à l'opposé de l'image d'Épinal, et Épinal étant cette fois-ci pas très glorieuse, qu'une usine c'était sale, c'était noir, c'était bon. Donc voilà, le sens, encore une fois, c'est de montrer, prouver aux gens que finalement leur travail sert à quelque chose, et puis il y a vraiment de la fierté à avoir quand on fabrique ce genre d'équipement. Merci Philippe. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je dirais simplement que voilà, je trouve qu'on a une chance inouïe dans nos savoir-faire, dans ce qu'on est en tant que pays, d'avoir cette sensibilité à préserver la planète, à assurer, je dirais, le passage d'une période où on a consommé, surconsommé, mal consommé, à partir d'énergies fossiles, vers quelque chose de vertueux. On maîtrise les technologies, et je trouve que si on loupe, si on rate la marche qui consiste à se dire c'est l'opportunité aussi pour ramener un outil industriel sur notre pays, quelque chose dont on doit être absolument fier, et que je dirais l'enjeu aussi pour les années à venir, c'est de s'assurer qu'on puisse aussi fabriquer ces produits-là, parce que ça fait partie d'une logique d'ensemble. C'est pas mal d'avoir des usines, c'est une valeur, c'est une richesse, et ça fait partie complètement, c'est partie intégrante de cette participation à la transition énergétique. Si on n'est pas capable d'expliquer ça aux gens, si on n'est pas capable de convaincre les politiques que c'est essentiel, si on n'est pas capable de commencer par les particuliers pour leur dire allez, une usine c'est pas le mal, c'est vraiment ce qui va nous sauver. Si on loupe cette étape-là, on va louper quelque chose qui est de l'ordre de la survie de nos sociétés.